Et bonjour à tous, c'est Dumble pour ce que je fais mon saut pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Vieras Arena à San Diego en Californie devant un petit peu plus de 3400 personnes. On démarre tout avec Ospreay qui célèbre sa victoire avec dans un premier temps Alex Windsor. René Paquette arrive et Jon Moxley va l'interrompre pour le féliciter. Mox veut officiellement recruter Ospreay dans les Death Riders, il va même lui donner un petit pin là pour le mettre sur scène, ça m'a fait un peu rire. Le petit rituel d'entrée, donc la petit segment qui était après Forbidden Door qu'on vient nous enregistrer ici, donc les petits segments YouTube qui viennent de temps en temps. C'est intéressant à voir que du coup il a eu besoin d'aller jusque là pour que Moxley, même si on sentait que voilà il y avait un intérêt de Moxley pour Will Ospreay pour les Death Riders, sinon tout ça ne serait pas passé, mais que là on officialise la chose maintenant avec Ospreay qui accepte espèce de pins slash badge dont on va parler un petit peu plus tard. Dans la foulée, Omega va venir féliciter Ospreay, mais forcément, la première chose qu'il va voir, c'est le logo des Death Riders qu'il tient dans la main. Le ton va monter un tout petit peu jusqu'à ce qu'MJF arrive et que Kenny Omega annonce se positionner pour Rédemption. C'est intéressant. D'ailleurs, on va y revenir après, parce qu'au début, moi, il me semble bien dans le segment-là avoir entendu parler de Rédemption, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, le show va s'ouvrir avec MJF contre Mark Briscoe pour le championnat du monde masculin de Elite Wrestling. Mark Briscoe qui va vite virer au rouge avec une morsure au front, donc de la part de MJF. Briscoe, il va trouver quelques moyens détournés, utiliser des chasses, des tables, donc sans provoquer de disqualification. Le match, il va essentiellement tourner à la faveur de Mark Briscoe face à MJF qui tente l'arnaque dès que c'est possible, mais Briscoe, il commence à avoir l'habitude et il anticipe plus ou moins à chaque fois que les choses vont arriver. Après un Frogibo sur une table à l'extérieur du ring, Mark Briscoe, il ne va pas avoir son compte de 3, car un petit peu trop près des cordes. Et Briscoe va même réussir à placer son Jet Driller sur MJF qui va se dégager à seulement 2. Donc pour la première fois, MJF va se dégager du Jet Driller. C'était jamais arrivé avant, donc ça c'est un peu intéressant à voir. Qu'est-ce qui va... On sent quand même qu'on a MJF un peu plus catcheur là-dedans, parce qu'il n'y a pas eu... Certes, il l'a catché comme un méchant, mais il n'a pas non plus vraiment triché à 100%. Il a catché comme MJF le fait dans les matchs compétitifs. Donc c'est intéressant, c'est une victoire quand même relativement clean pour MJF aussi, donc il sort fort de ce match-là. Et c'est pratiquement là sur la première offensive du match MJF qui va réussir à placer son hit seeker pour tenir le compte de 3 et conserver son titre. Donc voilà, un MJF qui sort fort, qui a beaucoup subi pendant le match, mais qui s'est dégagé de tout ce que Briscoe lui a envoyé. Je pense que là, on met un terme définitif, et j'espère en tout cas cette rivalité entre MJF et Mark Briscoe. On aurait eu beaucoup de bons matchs, le match était encore très bien, même si voilà, il y a eu des rappels à ce qu'on a fait avant. On a eu beaucoup de choses qui ressemblaient à ce qu'on avait déjà eu entre les deux. Ça reste un très bon match qui se recommande, c'est le seul vrai bon match du show d'ailleurs, donc il faut pas hésiter à le regarder si vous avez l'occasion, mais si vous avez vu tous les MJF par Briscoe, vous n'allez pas particulièrement vous lever de votre chaise pour ce match-là. MJF veut s'en prendre à Mark Briscoe post-match, Kenny Omega va arriver pour faire le save et rappeler qu'il se positionne pour le titre de Elite Wrestling, et d'ailleurs il veut même aller un petit peu plus tôt que Rédemption, parce qu'il veut se battre dans le main event contre MJF pour le titre, dès cette semaine, là, maintenant tout de suite. Et ce dernier, bon bah voilà, il va évidemment refuser. MJF va même refuser de donner un title shot tout court à Kenny Omega, mais en fait il a une idée. Il accepte de se battre contre Kenny la semaine prochaine, dans le main event. Si MJF gagne, Kenny n'aura plus jamais le droit de devenir champion du monde de Elite Wrestling, et donc il lui demande de rendre sa décision d'ici la fin de la soirée. Donc la même chose que pour Adam Page et pour Cody Rhodes. Voilà, donc éventuellement la dernière chance au titre pour Kenny Omega. Est-ce que quelqu'un d'autre va tomber dans cette stipulation-là? Ça va être un petit peu le fil rouge de la soirée. Et MJF d'ailleurs va enchaîner avec René Paquette qui va lui demander voilà, s'il se sent prêt à affronter Kenny. MJF va rappeler tous ceux qu'il a battus précédemment. Il va même dire que voilà, Kenny Omega lui-même, il a échoué face à lui précédemment. Oui, il est prêt, et surtout il est prêt à plus avoir Kenny Omega dans ses pattes et à faire en sorte que Kenny n'ait plus jamais une chance au titre face à lui. Et Ospreay va arriver pour lui demander pourquoi il a choisi cette stipulation-là. On sent un Ospreay qui est très protecteur de Kenny Omega ici. Lui qui est déjà garanti d'aller à Wembley pour avoir une chance au titre et qui préférerait probablement affronter Omega que MJF. MJF va se répondre, c'est lui le champion, hein, c'est lui qui décide finalement. Kenny Omega, il est pas obligé d'accepter, il peut repartir à la queue entre les jambes et aller faire autre chose s'il a pas envie. Andrade, avec Tony Schiavone qui se place une nouvelle fois pour le titre mondial, mais cette fois-ci sans Adam Case Family, et d'ailleurs, en parlant d'Adam Case Family, l'Adam Case Family qui vient s'en prendre à lui pour se venger de la trahison de Forbidden Door. Il y a Adam Case qui va prendre le micro, qui va dire voilà, il y a match, Kevin Knight, il a un match dans la foulée, et effectivement il va affronter de Lio Rush pour le titre TNT. L'impression que la hype du turn, elle est bien retombée chez Kevin Knight, c'est un peu dommage de pas trop avoir capitalisé plus dessus
parce que c'était un vrai élément chaud du roster au moment où il a turn. J'espérais qu'on allait plus continuer sur quelque chose avec McBailey, qu'on allait peut-être emmener sur peut-être une série de matchs ou avoir quelque chose. McBailey est un peu absent, donc peut-être qu'il y a eu un bobo aussi. C'est pas impossible, des vacances de prévu, donc peut-être que ceci explique cela. Mais comme je disais, à un moment, c'était quelque chose qu'on aurait pu mieux tourner, je pense. Tout ce qui s'est passé autour de Kevin Knight, c'était un mec assez chaud. On avait pas mal d'écuries qui recrutaient. On aurait pu faire vraiment un petit jeu de plusieurs écuries qui veulent recruter Kevin Knight. On aurait pu avoir un Kevin Knight où juste qui va s'en prendre un petit peu à ses anciens alliés au fur et à mesure. Et finalement, on a un peu rien eu de tout ça, à part peut-être l'affrontement contre Mike Bailey, mais on a eu juste un match que j'ai pas trouvé moi très satisfaisant, même si c'était bien, mais il manquait une dimension un peu supérieure à ça. Et Kevin Nash, j'ai l'impression qu'il est un peu en plein dans ce test-là pour passer à l'étage au-dessus. Quand il était babyface, je trouvais qu'il franchissait plutôt bien les étapes. Il y avait juste une petite promo un peu ratée. Mais là, depuis le turn, même sur le ring, ce match-là contre Lio Rush, je le trouve pas très très intéressant à suivre. C'est pas un match que j'ai particulièrement apprécié. Et c'est pas que de la faute de Lio Rush, parce que bon, c'est sûr qu'il est très gimmické. Et donc, il emmène les matchs sur ses terrains en général, Lio Rush. Mais il a eu des très bons matchs sous ce format-là. Et je trouve que Kevin Knight a pas été très très pertinent ici. Donc, est-ce que là, on n'a pas un petit retombé de soufflet pour Kevin Knight ici? C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et je pense qu'il y a un petit peu un 50% booking et peut-être un 50% Kevin Knight ici, où là, les deux vont dans le mauvais sens. Tout aurait pu bien tourner et au final, j'ai l'impression que des mauvaises décisions ont été prises au fur et à mesure. Un peu déçu. En tout cas, Kevin Knight contre Lio Rush pour le TNT. Finalement, voilà, hein, Kevin Knight qui va l'emporter via son Uranagi dans un match qui aurait pu être mieux, hein, grosso modo. Et il va conserver son titre TNT. Attention, monte post-match avec l'arrivée de Darby Allin qui réclame donc un match pour le titre TNT. Knight va pouvoir accepter, il est un peu chaud pour le faire, mais dans le cas il va l'en empêcher, il va traiter Darby Allin de criminel suite à l'explosion causée à Forbidden Door. Darby va annoncer d'ailleurs que le futur de Knight, ça va être un enfer. Tant qu'il va refuser de l'affronter, Kevin Knight, il va regretter d'avoir refusé et il va tout faire pour le faire accepter. Donc voilà, on s'attend à un Darby vengeur. Comme on a l'habitude, on sait qu'il aime bien faire ça, qu'il aime bien avoir ce côté je viens me prendre à vous un par un et j'ai des manières originales de faire. On se rappelle du lance-flamme contre Death Rider. Je pense que c'est quelque chose c'est un fil rouge qui est souvent amusant avec Darby Allin, donc à suivre sur les prochains shows. Ciampa, qui est en interview, mais qui est vite interrompu par Jericho qui l'attaque à coup de poubelle. La bagarre va se déplacer en dehors malgré la sécurité qui tente de les en empêcher. Ciampa va même tenter de percer le crâne de Jericho à coup de perceuse. Bon, il n'est pas arrivé, on se doutait qu'il allait pas le faire, mais bon, c'est l'attention qui compte, comme on dit. Ensuite, on a votre Kenny Omega qui discute avec les Bucks pour savoir la réponse à donner à MJF, en rappelant que deux anciens camarades de l'élite se sont fait avoir par la manipulation, à savoir Cody Rhodes et Adam Page. J'aime bien le fait que on discute du fait que bon, moi je pense que t'en es capable de réussir à prendre le titre MJF et en même temps le questionnement de se dire oui, je pense qu'il en est capable, mais en même temps s'il échoue il aura plus jamais une chance, alors que si jamais on temporise un peu et que MJF n'est plus champion, il peut avoir 3-4 chances au titre éventuellement. Et on sait qu'MJF, même si t'es plus fort que lui, c'est pas pour ça que tu vas gagner, parce que affronter MJF c'est toujours particulier. On sait pas ce qu'il va te réserver pour réussir à gagner le match. Est-ce qu'il va sortir quelque chose de sa manche? Est-ce qu'Adam Case Family va intervenir? Est-ce qu'il va trouver des gens à payer pour l'aider? Est-ce qu'il va juste faire un super match de catch? On sait jamais trop dans quoi on s'embarque quand on signe un match contre MJF. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dur à cerner ici et donc dur de savoir d'avance si tu vas gagner le match. John Moxley et Will Ospreay contre Blake Christian et Lee Johnson. Match qui va surtout servir à mettre en avant l'alliance définitive entre Mox et Ospreay. On va voir que Ospreay a mis sur son pantalon le badge, le pins des Death Riders. Donc il embrasse complètement la philosophie Death Riders dorénavant. The Swirl qui aura l'occasion de briller un petit peu dans le match. Qui ont l'air d'être un peu mieux au test à Dynamite ces dernières semaines. Je suis très content. J'ai déjà dit la dernière fois, mais j'aime beaucoup Blake Christian. Je trouve que Lee Johnson en plus fait du taf sympa. Le trio fonctionne très bien avec Jay Lethal. Donc je suis content qu'ils aient leur chance un petit peu de briller. J'espère qu'on les verra prochainement dans la division par équipe, plus à leur niveau pour qu'ils puissent accumuler quelques victoires et des matchs un peu plus compétitifs dans le futur. Finalement, Lee Johnson va subir un paradigm shift suivi d'un Hidden Blade pour le compte de 3. Victoire logique des Death Riders. Et on va enchaîner avec Christian et Cope qui se félicitent de leur victoire au niveau de backstage.
Cobb qui dit que Jay White lui en devait une, et Christian lui va dire que bon, en fait, il est pas satisfait, lui, il aime pas trop Jay White. Il en voulait à Jay White avant qu'il parte, qu'il soit blessé, et malgré le retour, bah, il en veut toujours à Jay White, donc il est pas content, et il s'en va. Et en parlant de Jay White, le retour de Jay White à Dynamite après plus de 450 jours de blessure, il va s'en rendre verbalement aux Dogs et à David Finlay. J'avais oublié que Jay White, il était aussi cool à entendre parler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'avoir une vraie promo de Jay White. En plus, avec les Golden Guns, c'est toujours sympa. On sent que ça rajoute quand même une figure de leader un peu plus crédible que Juice Robinson, parce qu'on sent qu'il y avait une moins grosse envie d'y aller avec Juice Robinson en tant que leader, simplement chez All Elite. On n'avait pas envie peut-être de lui filer autant de billes qu'un Jay White. Maintenant que Jay White est de retour, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant autour d'eux. Et en fin de retour, curieux de voir ce que ça a donné. De toute façon, je pense qu'on se dirige vers un match contre David Finlay dans le futur, probablement pour rédemption. La chaîne Taylor Promotion, d'ailleurs, qui a provoqué les Golden Guns à un match à collision pour un 3 contre 3. Vous choisissez l'assortiment que vous voulez et on s'affronte à collision. Je suis très content. Pareil, un peu comme pour The Swirl. C'est cool qu'ils aient leur chance. Ça fait quelques semaines qu'on les voit apparaître. La chaîne Taylor Promotion à Dynamite, c'est cool qu'ils aient enfin leur chance de briller à la télévision. Survival of the Fittest, main event pour le titre TBS entre Maika, Persephone, Harley Cameron, Hikaru Shida, Chris Statlander et Queen Aminata. Comme vous pouvez s'y attendre, le match commence en bagarre générale. C'est Persephone qui va trancher dans le match en éliminant rapidement Harley Cameron. D'ailleurs, ça va pas plaire à Chris Statlander, qui va pas trop apprécier l'élimination qu'il pensait avoir Persephone dans son camp. Mais Hikaru Shida qui va ensuite pouvoir parvenir à éliminer Maika, qui aura un peu fait figuration dans ce match. Elle n'aura pas fait grand chose. Alors que la grosse bagarre, elle est surtout entre Chris Statlander et Persephone. Queen Aminata semblait bien s'en sortir face à Shida, mais elle va se faire surprendre par Persephone pour un roll-up et l'élimination également. Statlander qui pensait avoir Persephone de son côté pour ce match, mais Persephone l'a joué en opportuniste solitaire et voire même un petit peu en heal ici. Finale à 3 entre Shida, Persephone et Statlander, qui va devoir officier pratiquement à 2 contre 1 ici. Statlander va retourner un roll-up de Persephone pour le compte de 3 et éliminer la pensionnaire de CMLL. Et alors que Shida avait piégé Stat dans un ankle lock en voulant se diriger vers les cornes, c'est Persephone qui va mettre un coup de ceinture sur Statlander qui officialise le turn complètement ici à Dynamite. Et ça va mettre Statlander KO. Shida va continuer à porter ankle lock. L'arbitre va estimer que Statlander est KO. Et donc va sonner la cloche. Nouvelle championne TBS qui remporte un titre vacant, Hikaru Shida. Avec Persephone qui entend dire derrière, tu m'en dois une maintenant, avec sort du ring. J'aime bien le truc, on va probablement avoir un Shida Persephone dans pas longtemps. Content de voir Hikaru Shida parce qu'elle a fait du travail sympa depuis son retour, je trouve. Elle a eu des matchs très très cool. Elle a eu des storylines qui étaient pas forcément très faciles à tourner. Et bon, c'est bien que ça tourne un petit peu en termes de tête. J'avais un peu peur de la solution facilité de mettre le titre sur Chris Statlander et qu'on fasse plus rien derrière. Là, Hikaru Shida a le titre. Ça peut nous emmener vers 2-3 matchs sympas. On a l'air de nous vendre un match contre Persephone. Je pense qu'on nous voit également un match contre Chris Statlander. Il va y avoir des trucs sympas. Donc, je suis content que ce soit Hikaru Shida qui prenne le titre ici. Kenny, qui se dirige vers le ring pour annoncer sa décision. Ospreay va l'interrompre et a l'air de vouloir que Kenny refuse d'affronter MJF. Kenny, lui, a l'air plus parti pour accepter en disant que de toute façon, ça aurait peut-être été sa dernière chance au titre de toute manière. C'est un peu drôle parce qu'il y a un petit peu cette petite tension entre Ospreay et Kenny Omega qui décolle jamais vraiment, mais à chaque fois les deux sont pas d'accord, ils sont jamais dans le même train tous les deux, donc c'est des tout petits désaccords, et on sent que si effectivement Kenny Omega venait à gagner le titre la semaine prochaine, il pourrait y avoir pas mal d'éléments sympas entre un Ospreay qui est très protecteur de Kenny Omega parce qu'il veut absolument l'affronter, et un Kenny Omega en fait qui prend ça presque comme de l'irrespect de Will Ospreay. Je trouve qu'il y a des petites pistes qui sont mises à gauche à droite qui sont assez intéressantes à suivre pour un futur match entre les deux. Et moi, je trouve ça assez intéressant. J'aime bien ce qui est fait ici. Kenny Omega, donc sur le ring maintenant, qui va rappeler à quel point il aime catcher, à quel point il a envie d'affronter Will Ospreay à Wembley pour All-In, et qu'il n'y a que MJF qui se dresse sur cette route. Mais Kenny tente de se redonner confiance au fur et à mesure de son speech, et il va finir par accepter le défi d'MJF. Après tout, c'est peut-être la dernière... Dans tous les cas, c'est peut-être le dernier match pour le titre qu'il pourrait avoir. Si ça se trouve, il va se péter le genou pendant le match. Et il se serait pété le genou la semaine d'après. Il aurait jamais eu une nouvelle chance au titre derrière. Donc, autant y aller. C'est pas maintenant qu'il faut faire, qu'il faut faire de la comptabilité. On verra ça plus tard.
Et MJF va en profiter pour attaquer Kenny dès la fin du discours pour tenter de prendre l'avantage avant la fin de la semaine prochaine. Et Kenny va retourner à la confrontation à son avantage. La sécurité va venir les séparer. Et le show va se terminer là-dessus, avec la sécurité qui parviendra à les séparer. Mais grosse bagarre, c'est efficace, toujours. Les moments de sécurité, surtout quand on n'en abuse pas. On n'a pas eu ça très très souvent, surtout avec autant de membres de sécurité. Parfois on en voit un ou deux passer à gauche à droite. Mais là, on a vraiment une grosse bande qui peine à les séparer. Et les choses se terminent là-dessus. C'était un... Alors, comparé à la semaine dernière, on a eu beaucoup de matchs et très peu de segments. Cette semaine, c'était beaucoup de segments et très peu de matchs. Là, pour le coup, on construit. Ce serait dur de dire qu'on construit pas Rédemption, on commence à construire All-In également. Beaucoup de choses intéressantes à suivre. Là, il y a vraiment de la construction de fait pour build-up des pay-per-view, donc c'est un bon show dans cet esprit-là. C'est un moins bon show de cash sur le papier, mais c'est un meilleur épisode de télé que la semaine dernière. J'ai quand même un peu préféré l'épisode de la semaine dernière parce que je trouvais que les matchs c'est toujours intéressant pour avancer sur des storylines de manière un peu détournée, mais de temps en temps, c'est vrai que tu peux avoir aussi besoin de parler pour faire affronter les choses. Ça reste un produit télé en plus états-unien, donc c'est pas les mêmes codes que ce qu'on peut faire au Japon, etc. Donc ça restait assez digeste, assez cool à suivre. C'est moins mon genre d'épisode, mais ça restait pas désagréable à suivre. Ça restait très fluide. Le seul truc qui est vraiment dommage, je trouve, c'est que du coup on n'a pas eu beaucoup de matchs et en dehors du Briscoe MJF, les 3 matchs qu'on a eu étaient pas très très qualitatifs. Donc ça, c'est peut-être le truc qui est le plus dommage dans l'affaire, c'est on n'a pas eu on n'a pas eu de la très bonne action et il y en a eu assez peu. Donc ça, c'est peut-être la chose qui est vraiment plus dommage ici. En tout cas, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve jeudi, la semaine prochaine à 17h pour un nouveau récap de Dynamite. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!